en 2022. Le Sahel semblait se figer. Les cartes parlaient d'un Burkina Faso au bord de la rupture, saturé de déplacés et de routes coupées. Pourtant, dans le même pays, plus d'1 million de personnes ont déjà regagné leur village, et les marchés rouverts bourdonnent à nouveau de voix mêlées. Comment expliquer, pour un observateur lointain, que ce territoire présenté comme ingouvernable devienne aussi le laboratoire silencieux de la méthode d'Ibrahim Traoré? Car derrière ces chiffres qui se contredisent en apparence se prépare une autre histoire, où la paix se plante d'abord dans le sol. Le récit qui s'ouvre ici ne promet ni miracle ni renversement spectaculaire. Il propose de comprendre comment un pays longtemps décrit comme fracturé tente de reconstruire sa sécurité à partir d'indices concrets et mesurables. La valeur de cette analyse tient en un bénéfice clair énoncé en 11 mots: savoir lire la stabilité à travers les signes ordinaires du terrain. Ces signes: le retour des marchés, la remise en service des puits, la reprise des classes, dessinent une progression fragile mais vérifiable qui éclaire la transformation du Burkina Faso au-delà des discours. L'enjeu dépasse largement le seul cadre sahélien. Il interroge la manière dont un État peut se redresser sans attendre l'approbation extérieure et comment une population peut reprendre prise sur son quotidien. Comprendre cette dynamique devient alors essentiel pour mesurer ce que signifie très concrètement la résilience lorsqu'elle s'exerce à hauteur d'homme. Deux révélations simultanées bousculent la lecture habituelle du Burkina Faso. Plus d'1 million de déplacés ont déjà retrouvé leur village et 28 bataillons d'intervention rapide stabilisent désormais les axes vitaux. Ces deux chiffres, apparemment techniques, enclenchent pourtant un basculement. Ils montrent que la sécurité ne progresse pas par proclamation, mais par reconquête méthodique du terrain. Pour comprendre ce tournant, il faut revenir à la séquence ouverte en 2022, lorsque le pays cumulait routes piégées, marchés désertés et villages entiers abandonnés. L'arrivée d'Ibrahim Traoré intervient dans ce contexte saturé d'incertitudes où l'État semble réduit à une présence intermittente. Plutôt que d'annoncer un horizon lointain, il choisit une stratégie d'ancrage. Reprendre l'espace vital mètre par mètre, rétablir la circulation, puis réinstaller la vie quotidienne autour d'infrastructures essentielles. Cette logique s'observe d'abord dans les localités jadis vidées: le bruit des pompes, le cliquetis des ateliers, les conversations des marchés rouverts témoignent d'un retour progressif à la normalité. Mais ce retour n'est pas spontané. Il résulte d'une articulation précise entre intervention rapide et installation durable. Après les unités mobiles viennent les brigades civiles, médiateurs, enseignants, policiers communautaires, qui restent, écoutent et réparent. C'est là que s'exprime la cohérence de la doctrine portée par Ibrahim Traoré: frapper vite pour dégager l'espace, puis s'y installer pour transformer les gains militaires en stabilité vécue. Le décalage entre la perception extérieure, souvent focalisée sur l'idée de militarisation, la réalité du terrain s'explique par cette chronologie inversée. La paix n'est pas décrétée d'en haut, elle se cultive à partir des gestes ordinaires. Rouvrir un puits, escorter des enfants vers l'école, reconstruire un marché. Ces actions modestes composent les premiers indicateurs fiables d'une résilience en train de naître. Dans les premiers mois du basculement sécuritaire, la dynamique du terrain s'incarne moins dans les rapports officiels que dans les trajectoires de celles et ceux qui vivent au plus près des transformations. À Tomago, un ancien déplacé devenu cultivateur décrit un paysage qui change lentement. Les patrouilles ne sont plus des silhouettes de passage, mais des présences régulières qui escortent les enfants, sécurisent les puits
et réanime les chemins. Pour lui, la différence tient en une phrase. Il espérait voir un soldat autrefois, il espère désormais qu'il reste. Une autre scène se déroule à Boulay-du-Mourune, où une institutrice installe sa classe sous un manguier. Autour d'elle, des bancs bricolés, des ardoises fissurées, et 22 élèves qui redécouvrent la parole après des mois de fuite. Rien ici n'a l'apparence d'une victoire spectaculaire, mais tout suggère qu'un tissu social miné peut se réparer par strates fines, lorsque la sécurité cesse d'être un poste avancé pour redevenir une routine locale. Ces micro-cas éclairent la logique du modèle appliqué au Burkina Faso. La stabilisation ne repose pas seulement sur les bataillons rapides, mais sur ces figures discrètes qui prolongent l'action initiale, habitent les lieux et recréent des repères. Dans un pays habitué au passage éphémère, la simple constance devient un facteur de transformation. Les premiers effets visibles, marchés rouverts, animaux rendus, classes réouvertes, traduisent moins une embellie qu'un changement d'habitude resté au lieu de traverser. Avant 2022, le Burkina Faso avançait au bord de la rupture. Routes minées, villages vidés, marchés en cendres. Après 2022, une bascule nette s'opère lorsque l'arrivée d'Ibrahim Traoré transforme une crise dispersée en stratégie coordonnée. Ce glissement du subir vers reprendre constitue la charnière du récit, un pivot entre un État fragmenté et une reconquête méthodique du terrain. Tout commence par une décision simple et brutale, reprendre le territoire mètre par mètre. Ibrahim Traoré ordonne la formation des 28 bataillons d'intervention rapide, conçus pour frapper vite, contourner les poches hostiles, dégager les axes et ouvrir des couloirs humanitaires. Les unités avancent en séquences courtes, coupent les itinéraires menacés, rétablissent les points de haie. Chaque opération vise moins la victoire militaire que le rétablissement d'un espace vital dans lequel la population puisse reparaître. Les interventions sont courtes, mobiles, répétées. Elles brisent le cycle des abandons successifs et imposent une présence régulière, visible, immédiatement utile. Dans certaines zones, les marchés reviennent d'avant même la fin des patrouilles. Des motos réapparaissent sur les pistes. Des puits empoisonnés sont nettoyés et protégés. Le territoire cesse de se vider. La phase suivante ne consiste pas à maintenir la pression militaire, mais à inverser la nature de la présence étatique. Là où les soldats libèrent, les brigades civiles s'installent, médiateurs, enseignants, policiers communautaires. Ils arrivent lentement, parfois à pied, parfois en camion bâché, mais ils restent. Cette permanence nouvelle transforme les villages repris en points d'appui sociaux. À mesure que les équipes civiles se fixent, les familles reviennent. À Barcelogo, les étals se remplissent de mille et d'igname. À Gabou, les ateliers de réparation redémarrent. Ce n'est pas un triomphe spectaculaire, c'est un changement de rythme. La vie réoccupe les lieux à la vitesse où les habitants acceptent de refaire confiance au terrain. Cette lenteur devient une stratégie. Chaque école rouverte renforce un marché. Chaque marché consolidé soutient un retour. Chaque retour crée une nouvelle demande de sécurité. Le cycle s'auto-entretient. L'effet prolongé apparaît dans la gestion quotidienne. Les signes visibles, bêtes rendues, pompes réparées, classes remplies, produisent des routines stables qui, elles-mêmes, recréent des obligations entre villages, commerçants, familles. Les coopératives rachètent les récoltes, les jeunes réparent les routes, les anciens arbitrent les conflits. Une économie discrète, presque souterraine, refait surface. Les communautés cessent d'attendre des ONG un maintien minimal. Elles réactivent leurs propres mécanismes. Les marchés locaux drainent les excédents. Les pistes rouvertes relinent les zones. Les patrouilles escortent seulement quand c'est nécessaire. L'État redevient une présence permanente et non une apparition lointaine. Le contraste avec les lectures extérieures s'accentue, ce que certains qualifient de militarisation
incarne en réalité une logique civile qui s'enracine après l'ouverture du terrain. Le fil des événements trace ainsi une séquence nette: frapper pour dégager, stabiliser pour rassurer, rester pour transformer. Ibrahim Traoré ne présente pas cette méthode comme une rupture idéologique, mais comme un ordre de priorité dicté par le réel. Et dans les villages, les habitants le confirment par leurs gestes avant leurs mots: revenir, cultiver, enseigner, reconstruire. Le tournant amorcé sur le terrain trouve son écho dans les données publiques qui forment désormais la colonne vertébrale du récit national. Ibrahim Traoré a fait de ces chiffres un outil de reddition plutôt qu'un argument politique, et trois indicateurs structurent la compréhension de la remontée burkinabé: le retour des déplacés, la stabilisation sécuritaire et la reprise agricole. Chacun raconte un volet distinct du même mouvement, une souveraineté qui se reconstruit par addition successive, non par proclamation. Le premier indicateur concerne plus d'1 million de déplacés revenus. Ce retour massif constitue la preuve la plus lisible d'un basculement durable. Il ne s'agit pas seulement d'un flux humain, mais d'un vote silencieux de confiance envers le territoire regagné. Dans les zones réhabilitées, des familles entières réinstallent leurs foyers, rouvrent leurs champs et réactivent les réseaux sociaux locaux. Ce mouvement inverse une tendance considérée irréversible. Durant des années, le pays se vidait. Le fait qu'il se repeuple de manière visible montre que les populations perçoivent de la stabilité avant même qu'elle ne soit formalisée dans les rapports officiels. C'est une dynamique ascendante portée par celles et ceux qui réoccupent les lieux. Le deuxième indicateur montre que 28 bataillons stabilisant les axes vitaux. Ces unités d'intervention rapide ne constituent pas une force de conquête, mais un levier de normalisation. Leur rôle, escorter, dégager, sécuriser, s'inscrit dans une mécanique de reconquête graduelle. Là où ces bataillons passent, les routes rouvrent et la circulation reprend. La stabilisation n'est pas totale. Certaines zones restent sensibles, mais la capacité nouvelle à contrôler les axes principaux permet une recomposition de la vie économique. Convois agricoles, artisans, commerçants, coopératives. En rétablissant la circulation, on rétablit la possibilité même du travail. Et cette possibilité irrigue la confiance. Le troisième indicateur révèle que plus 37% de croissance agricole dans les zones réhabilitées. Ce chiffre, souvent perçu comme sec, raconte en réalité une transformation sociale profonde. Le plan agropastoral 2020-2025 concentre les ressources nationales et régionales sur 8 filières clés: riz, maïs, tubercules, bétail, volaille, pêche, blé et mangue. Dans les villages, ces pourcentages se traduisent en gestes simples: semences distribuées, canaux d'irrigation rouverts, puits purifiés, troupeaux restitués. Les coopératives féminines fournissent les écoles, les marchés locaux remplacent progressivement les importations d'aide alimentaire. L'effet domino s'étend. Plus de production signifie plus de circulation, plus de revenus, plus de stabilité quotidienne. Cette logique quantifiée constitue le cœur de la méthode voulue par Ibrahim Traoré. L'indépendance commence dans le champ, pas dans les sommets diplomatiques. L'ensemble de ces données ne sert pas à illustrer un triomphe, mais à décrire une trajectoire. Le Burkina Faso reste fragile, mais il dispose désormais d'un tableau de bord que le terrain valide. Et ce tableau révèle une vérité simple. Lorsqu'un pays aligne sécurité minimale, reprise des moyens de subsistance et présence continue, il reconstitue un cycle où la confiance devient un moteur plutôt qu'un résultat. Deux lectures opposées s'affrontent lorsqu'il s'agit d'interpréter l'évolution du Burkina Faso. La première, portée par de nombreux observateurs extérieurs, affirme que le pays s'isole dangereusement.
La réduction de l'aide internationale, la centralisation des décisions et la prééminence des forces de sécurité seraient les signes d'une dérive nationaliste. Selon cette vision, une économie déjà fragile risquerait d'étouffer faute de financement, tandis que l'absence d'élections traduirait un recul démocratique. Dans leur rapport, les mots autoritarisme et risque humanitaire reviennent avec insistance, comme si la trajectoire burkinabé ne pouvait être lue qu'à travers le prisme des institutions formelles. La seconde lecture, ancrée dans les villages et relayée par les communautés locales, raconte une toute autre expérience. Là où les ONG assuraient autrefois la survie minimale, des initiatives propres émergent. Irrigation villageoise, élevage communautaire, microcrédit géré localement, réouverture autonome des marchés. Les femmes tiennent les coopératives, les jeunes réparent les pompes, les anciens arbitrent les conflits sans médiation extérieure. Dans cette perspective, la souveraineté n'est pas une rupture, c'est une maturation. S'affranchir partiellement de la dépendance ne signifie pas se refermer. Cela signifie redéfinir la coopération en exigeant qu'elle s'aligne sur les besoins réels du terrain. Le Stillman consiste à traiter ces deux visions comme des analyses valides avant d'en tester la cohérence face aux données. Et les données tranchent un point précis. Malgré la baisse des soutiens extérieurs, plus d'1 million de déplacés sont revenus, 28 bataillons sécurisent que les axes et la production agricole des zones réhabilitées progresse de 37%. Ces résultats ne correspondent ni à un effondrement imminent ni à une autarcie rigide. Ils décrivent une stratégie où la sécurité minimale crée les conditions de l'autonomie économique, laquelle réduit à son tour la vulnérabilité structurelle du pays. Ainsi, l'arbitrage le plus solide ne s'inscrit ni dans l'enthousiasme naïf ni dans la critique systématique. Il repose sur un fait simple. Le terrain confirme que la stabilité burkinabé se construit par strates, là où les projections extérieures voient surtout des risques. La bascule surgit soudain. Au milieu du processus, un détail longtemps relégué au second plan devient décisif. La stratégie d'Ibrahim Traoré ne repose pas seulement sur la reconquête ou la sécurisation, mais sur la transformation silencieuse de la manière dont l'État habite le territoire. Là où l'on attendait un pouvoir central omniprésent, ce sont des structures légères, locales, enracinées, qui prennent le relais. La souveraineté cesse d'être une déclaration et devient une routine. Le midpoint apparaît dans ces scènes où la normalité reprend sans fracas. Un marché rouvre avant même l'installation définitive des autorités civiles. Un puits restauré attire spontanément les familles. Une classe improvisée sous un arbre réunit des élèves dispersés depuis des mois. Rien n'est spectaculaire, mais tout indique qu'une mécanique interne s'est enclenchée. Le révélateur tient dans cette inversion de logique. Au lieu d'attendre que la stabilité découle des institutions, les institutions se recomposent à partir des gestes quotidiens. Cette dynamique modifie la perception même du risque. Les habitants ne mesurent plus la sécurité par les annonces officielles, mais par la continuité des activités ordinaires. C'est là que le récit change d'échelle. Le Burkina Faso ne tente plus seulement de sortir d'une crise, il expérimente une manière de durer. Les effets de la stratégie portée par Ibrahim Traoré se lisent désormais dans 4 sphères distinctes, où la reprise n'est plus un concept, mais une réalité perceptible. Ces impacts, encore partiels mais mesurables, dessinent la carte d'un pays qui réapprend à fonctionner par ses propres ressources. Dans le nord et le centre, les familles reviennent par vagues entières. Là où les pistes étaient désertes, les champs se remplissent de silhouettes courbées sur la terre. Les marchés de Mille et d'Ignam reprennent une activité régulière, portée par les coopératives féminines qui structurent l'offre locale.
L'accès à l'eau potable atteint désormais 71% dans certaines zones contre 54% auparavant, un changement qui stabilise immédiatement les villages. Cette reprise matérielle s'accompagne d'un effet psychologique discret. La confiance revient par l'habitude. Vivre de nouveau sur sa propre terre devient une forme de victoire quotidienne, un acte d'appartenance. Les ateliers rouvrent, les pompes sont réparées, les petites unités de transformation se multiplient. À Bobo Dioulasso, l'usine de viande en construction devrait employer 3000 personnes, dont une majorité d'anciens déplacés. Les circulations agricoles, autrefois dépendantes d'escortes permanentes, se stabilisent et relient à nouveau les greniers, les marchés et les centres urbains. Les coopératives achètent les récoltes, structurent les prix, assurent un revenu minimal. Les circuits commerciaux régionaux se reforment avec le Mali et le Niger, rendant à la production burkinabé une valeur que les années de crise avaient laminée. Une économie de proximité renaît, modeste mais tenace. La politique d'autonomie alimentaire reconfigure profondément les rôles sociaux. Les femmes, à la tête des coopératives et des programmes scolaires, deviennent le moteur silencieux de la reconstruction. Les jeunes, longtemps candidats à l'exil, trouvent leur place dans la logistique, l'agriculture, l'entretien des pistes ou la santé communautaire. Les comités villageois arbitrent les conflits, réinstallent des règles simples, lisibles et proches des habitants. La citoyenneté cesse d'être déclarative. Contribuer suffit désormais à appartenir. Le tissu social, longtemps morcelé, retrouve une cohésion pragmatique fondée sur le travail partagé. La stabilisation du Burkina Faso modifie les rapports de force au Sahel. La coopération accrue avec le Mali et le Niger rompt l'isolement imposé par les sanctions et donne naissance à un bloc sahélien assumé. Les forces et les ressources se mutualisent. Renseignements, corridors de transport, soutien agricole croisé. Les chancelleries occidentales observent avec prudence, souvent déconcertées par une souveraineté qui s'assume sans rupture verbale mais avec constance. Dans ce paysage mouvant, Ibrahim Traoré devient une figure paradoxale, discret, rarement exposé, mais omniprésent dans la parole des habitants qui l'associent à une stabilité en cours de construction plutôt qu'à une autorité solitaire. Trois trajectoires se dessinent pour les mois à venir, chacune révélant une tension entre la progression acquise et la fragilité persistante du Burkina Faso. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir. Ils décrivent les lignes de force susceptibles d'orienter les prochains développements en s'appuyant sur les dynamiques déjà observables sur le terrain. Dans cette hypothèse, les tendances actuelles se prolongent sans accélération spectaculaire. Les retours de famille se poursuivent à un rythme stable, consolidant les villages réhabilités grâce au maintien des corridors sécurisés. La production agricole progresse modérément, autour de plus 8% selon les estimations internes, soutenue par les 28 bataillons qui assurent la sécurité minimale sur les axes stratégiques. Les coopératives féminines, désormais essentielles dans la chaîne d'approvisionnement locale, stabilisent les prix et renforcent l'autonomie alimentaire. Les partenariats avec le Mali et le Niger s'ancrent, créant un environnement régional plus prévisible. Ce scénario exige une discipline constante. Aucune avancée n'est acquise si la présence civile faiblit. Avec des pluies favorables, des récoltes supérieures aux moyennes attendues et une coordination renforcée entre brigades civiles, la croissance agricole pourrait dépasser plus 12% dans les zones stabilisées. Le nombre total de déplacés de retour atteindrait 1,5 million, amplifiant l'économie locale et élargissant les marchés vivriers. Les unités de transformation, viande, céréales, fruits, commenceraient à exporter régionalement, repositionnant le Burkina Faso comme pôle de stabilité économique au sein du bloc sahélien.
Les infrastructures, même modestes, se multiplieraient, routes restaurées, ponts consolidés, circuits commerciaux y fiabilisés. La confiance globale augmenterait, rendant les communautés moins dépendantes des flux d'aide extérieure. Une saison sèche prolongée, couplée à des tensions aux frontières du Mali ou du Niger, pourrait réduire les récoltes et provoquer de nouveaux déplacements internes. La sécurisation des axes deviendrait plus coûteuse et plus irrégulière, fragilisant les marchés locaux. L'État serait contraint d'arbitrer entre urgence humanitaire et investissements structurels, ralentissant la dynamique observée depuis 2023. Le principal risque résiderait dans la fatigue collective. Si les retours se retournent en départ, le cycle de confiance se briserait, obligeant les communautés à dépendre à nouveau d'assistance extérieure. Dans un pays encore instable, la projection la plus fiable reste celle qui évalue non les promesses, mais la capacité des communautés à maintenir leur propre routine. Comprendre l'évolution du Burkina Faso ne relève pas seulement d'un exercice d'analyse géopolitique, c'est aussi une occasion d'interroger notre propre relation à la stabilité, à la sécurité et au sens du collectif. Trois niveaux de résonance apparaissent pour un observateur distant, chacun éclairant une facette différente de ce que révèle cette trajectoire. La manière dont les familles burkinabées reviennent sur leurs terres, rebâtissent leurs maisons et rouvrent des marchés rappelle une vérité simple. La sécurité commence par la possibilité de vivre sans peur. Cette expérience universelle résonne bien au-delà du Sahel. Elle interroge ce que chacun tient pour acquis et met en lumière la fragilité des routines que l'on croit immuables. L'autonomie alimentaire, le retour des coopératives, la reconstruction des écoles dites de fortune montrent qu'un tissu social peut renaître dès lors que les habitants disposent des moyens d'agir. Ce redressement, fondé sur des gestes répétés, peut inspirer toute société confrontée à l'érosion de la confiance. Il rappelle que les institutions ne valent que par les pratiques quotidiennes qui leur donnent vie. L'expérience burkinabé invite à reconsidérer la manière dont nous percevons l'aide internationale, la souveraineté et la responsabilité collective. Elle questionne la tendance à croire que la reconstruction doit avant tout venir de l'extérieur. Le cas du Burkina Faso montre au contraire que l'effort d'interne structure la stabilité plus durablement que les injections ponctuelles de ressources. Ainsi, suivre ce récit ne revient pas à observer un ailleurs lointain, c'est éprouver à travers d'autres vies une leçon applicable à nos propres cadres de pensée. La résilience n'est jamais abstraite, elle se construit par strates dans les gestes les plus ordinaires. La méthode défendue par Ibrahim Traoré ne repose pas sur un slogan, mais sur une mécanique de terrain articulée en étapes concrètes. Pour comprendre comment la stabilité peut se maintenir dans les 12 prochains mois, il faut décomposer cette logique en 5 chantiers distincts, chacun rattaché à un acteur, une action, un horizon temporel et un indicateur mesurable. Sécuriser avant de bâtir. Qui? Les 28 bataillons et les brigades locales. Quoi? Maintenir l'ouverture des axes, escorter uniquement lorsque nécessaire, stabiliser les zones frontières. Quand? Immédiatement et en continu. Mesure. Nombre de routes rouvertes et mobilité quotidienne observée par les villages. Identifier chaque foyer. Qui? L'administration communale avec appui des comités villageois. Quoi? Consolider le registre social unique pour suivre chaque famille revenue. Quand? 3 à 6 mois. Mesure, pourcentage de ménages enregistrés et traçabilité des aides locales. Relancer les moyens de subsistance. Qui? Coopératives féminines, jeunes artisans, autorités locales. Quoi? Soutenir le PAMV, atelier de réparation, micro-élevage, marché de proximité. Quand? 6 mois. Mesure, taux de réactivation des activités vivrières et revenus moyens reconstitués. Consolider la santé universelle. Qui? Brigade sanitaire,
pus ramu. Quoi? Étendre la couverture maladie aux zones stabilisées. Quand? 6 à 12 mois. Mesure, nombre de familles assurées et baisse des déplacements sanitaires d'urgence. Enfin, mesurer publiquement les progrès. Qui? Ministère sectoriel et communes. Quoi? Publier les indicateurs. Retour, agriculture, eau, école. Quand? Tous les 3 mois. Mesure, transparence et participation citoyenne sur la base de données vérifiables. Cette feuille de route ne dépend pas de financement massif, mais de constance. Transformer chaque village repris en espace vivant plutôt qu'en symbole ponctuel. Au terme de ce parcours, le fil émotionnel qui relie chaque scène revient naturellement vers les figures discrètes croisées plus tôt. L'institutrice sous le manguier, les enfants retrouvant la voie, le cultivateur de tomago qui espérait qu'un soldat reste plutôt qu'il ne passe. Ces motifs simples, presque fragiles, forment la véritable colonne vertébrale du renouveau burkinabé. Ils rappellent que la stabilité ne se mesure pas seulement aux chiffres, mais au moment précis où une communauté recommence à habiter pleinement son propre espace. Dans cette fresque, la présence d'Ibrahim Traoré n'est ni triomphante ni lointaine. Elle traverse les gestes, les routines, les voix des villages plus qu'elle ne s'impose depuis les tribunes. C'est cette discrétion active qui nourrit la cohérence du modèle. Là où les discours peuvent fluctuer, les gestes répétés s'ancrent. Là où les promesses s'épuisent, les pratiques durent. Le callback s'accomplit ici. La classe improvisée sous un arbre, naguère un symbole fragile, devient l'image d'un pays qui refuse l'abandon. Ce n'est pas une métaphore, c'est une manière de s'inscrire dans le réel, patiemment, quotidiennement. La dignité renaît toujours dans les gestes simples. Le parcours du Burkina Faso ne s'impose ni comme un modèle à imiter, ni comme une exception exotique. Il agit plutôt comme une invitation. Regardez de plus près la manière dont une société peut se relever lorsqu'elle choisit de miser sur ses propres forces avant de solliciter des solutions extérieures. Les gestes observés. Reconstruire une école de fortune, remettre en service un puits, rassembler un marché dispersé, montrent que la souveraineté n'est pas un slogan politique, mais une pratique quotidienne, parfois silencieuse, toujours exigeante. Cette histoire atteint ceux qui la suivent de loin, car elle touche à des préoccupations universelles. Comment maintenir la stabilité quand les certitudes vacillent? Comment redonner sens à la coopération sans glisser vers la dépendance? Comment préserver la dignité dans un monde saturé de discours mais pauvre en actes concrets? Si le Burkina Faso offre aujourd'hui une leçon, c'est celle-ci. Un territoire peut se relever non parce qu'on l'a sauvé, mais parce qu'il a choisi de tenir. Une souveraineté patiente, enracinée, méthodique. Et vous, que retenez-vous de cette expérience d'un pays qui reconstruit sa stabilité à partir du réel plutôt qu'à partir des promesses?